Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Thierry, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci pour ton invitation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que premièrement, tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Alors écoute, moi j'ai 41 ans, j'habite à Lausanne, j'ai mon bureau qui est à Montreux. En fait, j'ai débuté par des études de médecine. C'était un sujet qui me passionnait, qui me passionne toujours d'ailleurs. Puis finalement, j'ai bifurqué à l'EPFL. Et puis j'ai fini mes études en 2013, donc avec mon master. Et puis, je suis membre de la SIA, je suis Reg A aussi. Maintenant, c'est quelque chose qui est obligatoire pour déposer des demandes de permis à la CAMAC. Et puis, je fais partie de Swiss Engineering et différentes autres associations professionnelles. Génial. Et tu représentes aujourd'hui chez Schmidt Architecture, la 3e génération d'un bureau qui est ouvert depuis 1924. Donc, ça fait 101 ans. Félicitations. Merci. Comment on fait pour garder l'ADN de cette entreprise tout en modernisant un héritage, finalement, qui est centenaire? Alors, l'entreprise, quand je suis arrivé, en fait, j'ai fait mon stage déjà. Entre le bachelor et le master, j'ai fait une année de stage déjà dans le bureau. Et puis, j'ai déjà commencé à mettre un petit peu ma patte, je dirais, à ce moment-là. T'es très technologique, on en reparlera après. Mais... Oui, absolument. Et puis, l'entreprise avait aussi besoin d'un petit peu de neuf. Donc, on a rénové les locaux. On a trouvé une nouvelle identité. On a fait un site internet. On a fait déjà plein de choses un petit peu, je dirais, de base de branding à cette époque. Et puis, il y a des avantages, en fait, dans une entreprise qui existe déjà. C'est qu'il y a une équipe qui est rodée. Il y a des procédures qui sont là. Les gens ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, ça, c'est un avantage. Mais il y a aussi le défi de faire un petit peu sa place. Bien sûr. Parce qu'évidemment, il faut surtout prouver ses compétences, puis pas être juste le fils de. C'est souvent un point compliqué, parce que quand t'arrives un poids finalement. Quand t'arrives sur les chantiers, on dit vous êtes le fils de, puis jusqu'à ce qu'on dise vous êtes monsieur. Donc tu vois, il faut faire un petit peu sa place. Et puis c'est aussi toujours un défi de travailler en famille, parce que évidemment les rapports sont un petit peu différents. On n'est pas juste associés, on est aussi en l'occurrence père et fils, bien sûr. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'on a un collaborateur qui est là depuis 35 ans et qui a travaillé avec les 3 générations. Ah ouais, génial. Avec mon grand-père, mon père et moi. C'est génial. Puis la bonne nouvelle, il dit que ça s'améliore avec le temps. Alors c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on a une équipe qui est fidèle et puis ça c'est agréable aussi de travailler de cette manière. C'est des gens de confiance qui se donnent la peine puis qui sont pas là juste pour un moment. Ils ont vraiment envie de voilà, ils c'est une vraie équipe. Ouais, et puis ils se sentent faire partie de l'identité de cette entreprise familiale. Génial. Et justement, au-delà de la famille, j'imagine, qui sont les gens qui t'ont inspiré dans ce métier finalement? Ou même ailleurs, pas forcément. Alors, je dirais dans le domaine de l'architecture, moi j'ai toujours été inspiré par les architectes avant-gardistes. D'accord. C'est-à-dire, quelle que soit l'époque, il y a toujours des architectes qui ont été un peu en rupture avec leur temps. Et ça, c'est des gens qui sont inspirants. Si on prend un petit peu l'architecture moderne, on a Le Corbusier, on a Mies van der Rohe, qui ont fait des choses qui étaient radicalement différentes de ce qui se faisait à l'époque. De manière plus contemporaine, on a des architectes comme Zaha Hadid, par exemple, qui font une architecture qui est très très futuriste. Alors, elle est malheureusement décédée, mais ses bureaux existent toujours. Puis je crois que l'ADN du bureau le légué est toujours existe, là. Voilà, parce que elle a laissé une patte assez indélébile dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi un domaine qui est intéressant. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le cinéma et la science-fiction dans cette idée du futur ou de pouvoir se projeter dans un avenir qui n'existe pas encore. Quand tu regardes des films comme Le 5e élément, Star Wars, Oblivion, c'est assez intéressant parce que on nous montre des manières de vivre qui existent pas, mais qui nous inspirent et je pense que ça nous influence quand même pas mal. Mais c'est dingue que tu me dises ça parce que hier j'ai regardé un reportage sur Musk vs comment il s'appelle l'autre d'Amazon, Jeff Bezos, ouais. Et ils avaient le même rêve, c'était partir à la conquête de l'espace.
et ça part pour le côté d'Elon Musk. Problème il était maltraité, il s'est noyé dans la science-fiction. Oui. Et il a appelé Falcon 9 parce que c'était l'avion sauf erreur dans Star Wars. Ouais, dans Star Wars. Et il est en train de changer le monde grâce à ce que tu viens de dire. Ouais. C'est toute cette fiction et qui vient, donc je te rejoins, c'est incroyable. Ouais, parce que dans tous ces films, tu vois des maisons, des environnements, des univers, des manières de vivre qui sont vraiment étonnants et je pense que même comme architecte, on est inspiré par ça. Souvent, c'est des constructions impossibles. Si tu regardes la maison d'Oblivion qui tient sur un truc, c'est absolument impossible avec la piscine. Aujourd'hui, ouais, c'est difficile à réaliser. Mais je pense que ça a vraiment une influence quand même sur notre imaginaire, à la fois collectif puis à la fois comme architecte. Et puis, je pense aussi dans mes études à l'EPFL, il y a des profs qui m'ont inspiré. Bien sûr. Notamment sur des choses comme le logement, par exemple. On avait des enseignants qui étaient vraiment intéressants. On a vu beaucoup de choses. Parce que le logement, on l'oublie, mais c'est quand même une grande partie de notre activité. Il y a beaucoup aussi de recherche qui se fait dans ce domaine-là. Et puis, il y a une chaire aussi que j'avais choisie pour la fin de mes études et avec laquelle j'ai fait mon diplôme, qui travaillait sur les panneaux en bois. Et avec tous les systèmes de découpe numérique, de conception, avec des algorithmes aussi, on en reparlera peut-être après. Oui, il y a un point sur ça. Et ça, c'était aussi très très inspirant en fait de voir ce qu'on arrive à faire, des surfaces qui sont non développables, des choses qu'on peut pas faire à la main, qu'on peut pas faire avec des outils traditionnels. Donc ça m'a beaucoup intéressé aussi et ça m'a inspiré dans ma... Beaucoup lié à la technologie, hein. On en revient à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Et vous vous êtes aujourd'hui positionné dans le prestige, mais pas que. On parlait un peu en off aussi qu'il y avait des projets, par exemple, pour la ville de Lausanne. Est-ce que c'est un monde très concurrentiel et comment vous faites pour vous démarquer? Alors effectivement, on est très nombreux comme architectes, plus que les ingénieurs civils, par exemple. Tout à fait. Et c'est vrai, rien qu'à l'EPFL, je pense qu'il y a 150 diplômés qui sortent chaque année. Il y a encore le PFZ, il y a les HES. Donc il y a beaucoup de jeunes architectes qui arrivent sur le marché. Et puis, ce qui est assez étonnant en Suisse, c'est que il y a des grosses structures, des gros bureaux qui sont plus Burkhardt et Partner, qui sont des bureaux qui ont plusieurs centaines de collaborateurs. D'ailleurs, ici aussi, Tannenbrühl, ça s'appelle comme ça. Ils sont juste là aussi. L'architecture. Ouais. Et puis, mais en réalité, la majorité des bureaux d'architecture sont composés d'une personne. Oui. Okay. Donc, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent seuls. Et puis c'est toujours un curseur assez difficile à placer entre avoir une plus grosse structure et puis il faut aussi ramener beaucoup plus de mandats, c'est plus de stress, c'est plus de choses à gérer. Une plus petite équipe, on n'arrive peut-être pas à faire des mandats d'une certaine envergure. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu entre tout ça. Et puis ce qui est le plus important en fait quand on va chez un architecte, c'est la personne aussi, c'est la personnalité qui compte. Et puis l'architecte, ça doit être une personne de confiance et qui inspire confiance. Et moi, je me suis rendu compte que être passionné, c'est toujours contagieux. Ça c'est clair. Ça donne envie en tout cas. Voilà. Et donc à savoir qu'on a parlé pendant 1 heure en off alors qu'on devait démarrer le podcast et on a parlé de tout et de rien. Donc on voit que t'es quelqu'un de passionné. Parce que tu m'as arrêté, sinon on serait encore en train de parler. Sinon on serait parti au marché de Noël, quoi. Exactement. Et puis ce qu'il faut comme architecte, c'est incarner en fait l'équilibre entre une vision, quelque chose d'un peu onirique ou une image aussi que les clients ont en tête de ce qu'ils aimeraient et quelque chose de très pragmatique. Donc on est toujours un peu tiraillé entre des rêveurs et des gens qui sont pragmatiques parce qu'après on se retrouve à couler du béton sur des chantiers puis si on a une dimension de rentabilité qui rentre en compte aussi. Également, ouais. Donc il faut bien prévoir les choses, ça demande aussi un peu d'expérience. Et puis nous, on met aussi en avant nos réalisations par le biais de vidéos, par le biais de publications sur les réseaux sociaux ou même dans des magazines. Et puis la qualité, elle finit par être reconnue, je pense. Et puis par le bouche à oreille. Et dès que vous êtes toujours là, c'est que ça fonctionne. En fait, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos clients. Bien sûr. Parce que c'est eux qui vont nous dire comment est-ce qu'ils ont vécu leur expérience avec nous de l'intérieur. Bien sûr. Et puis un client qui nous recommande un avis favorable, c'est pour nous une bonne publicité. Génial. Et t'es avant tout passionné d'architecture, mais aussi on en a beaucoup déjà parlé au début de technologie. T'as fait ton travail de diplôme sur les algorithmes génératifs, et j'ai vu sur ton entretien chez BFM TV d'ailleurs que ton bureau intègre des outils innovants. Ça parlait d'appli mobile dédiée, réalité virtuelle, IA. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est quoi la maison du futur de demain? Alors, il y a plusieurs questions en une. Peut-être pour commencer,
quand on fait un projet de villa pour des clients, c'est quand même le projet d'une vie. Bien sûr. Même dans des villas haut de gamme, bon, il y a des clients qui vont en avoir plusieurs, qui vont en faire plusieurs, parfois dans différents pays, mais ça reste un endroit où ils vont se projeter, où ils vont vivre. Et puis le client, il voit aussi toute cette, je dirais tout le processus entre les premières esquisses jusqu'à la fin des travaux. Il doit le vivre comme une expérience. Il a un rêve et puis nous, on doit le concrétiser. Et puis, ce qu'on a créé, c'est une application justement pour lui simplifier la vie, parce que le processus est relativement long. Ça dure souvent plusieurs années je pense qu'on est entre 2 et 4 ans, entre le début, un client qui trouve un terrain ou même une maison qui veut transformer, et puis le moment où il peut emménager. Et il y a énormément d'échanges pendant toute cette durée. Il y a énormément de documents, il y a des détails, il y a des images 3D, il y a tout ça. Et donc on a créé une application qui regroupe tous ces éléments-là. Et puis ça nous permet d'éviter déjà des pertes d'informations. Oui. Et puis de les accompagner de manière plus parlante. Je dirais aussi avec des éléments comme des 3D, des maquettes 3D. Tout à fait. Et maintenant, on développe justement de la réalité virtuelle avec un casque pour qu'ils puissent se projeter déjà dedans, c'est génial. Voilà, dedans. Ouais. Donc tous ces éléments-là, c'est des choses un peu technologiques qu'on a développées. Ok. Donc ça, c'est finalement l'expérience client. Oui. Mais il y a aussi la partie IA qui est aujourd'hui très au goût du jour, on va dire. Pour toi, c'est quoi la maison du futur? Et est-ce que l'IA va faire partie intégrante? Parce que justement, on en parlait la semaine passée, que tu avais aussi déjà intégré l'IA pour des tâches à peu de valeur ajoutée, mais qui vous a gagné un gain de temps productivité, qui était énorme. Alors l'IA, c'est vraiment quelque chose de fascinant. On l'utilise à plusieurs niveaux. Peut-être pour des choses simples, de courrier, des choses comme ça, ou de posts même sur les réseaux sociaux. Même quand tu as des clients qui sont russes ou autres, il faut traduire aussi. Voilà, aussi pour la traduction. Il y a un domaine qu'on utilise beaucoup, c'est aussi toutes les applications d'IA qui permettent de faire de la retouche d'image. Oui. Parce que ça, c'est chronophage. À travers Midjourney et maintenant tous les outils qui existent, qui se sont appuyés sur ça. Ouais, il y a Nano Banana, il y a plein d'applications comme ça qui sont très puissantes, même plus que ChatGPT. Ok. Nous, on a souvent beaucoup d'images de nos projets qui sont en cours de travaux. Tu peux utiliser une IA pour enlever les bâches de chantier, pour enlever la camionnette, pour reconstituer le dernier bout de parquet qui n'était pas fini. C'est un gain de temps énorme et une économie aussi. Oui, absolument. Et puis la qualité, elle est bonne. Alors effectivement, ça évite aussi d'externaliser ça dans des pays un peu plus exotiques. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Donc l'IA, on l'utilise pour ça. Et puis maintenant, il y a énormément d'applications aussi et de logiciels qui se développent pour la gestion de chantier. Oui. C'est des choses qu'on étudie et qu'on regarde de près. Il y a par exemple des logiciels qui permettent, sur la base d'une maquette BIM, de pouvoir comparer avec une caméra qui scanne en continu le chantier, une caméra 360 degrés, qui compare ça à la maquette BIM, qui est capable de te dire des alertes si tu es en retard ou en avance, quelles sont les conséquences financières, est-ce qu'il manque des choses, etc. Donc c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. Ils sont aussi capables de faire des scénarios de programmes de chantier, d'étudier quasiment 1 million de possibilités pour essayer d'optimiser la réalisation. En disant non, mais là, si le plâtrier commence son travail une semaine avant, en fait, on peut mettre l'électricien et puis caler. Voilà, et avec des scénarios à l'infini. Tout ça grâce à l'IA. Tout ça grâce à l'IA, ouais. Il y a beaucoup de logiciels maintenant qui se développent dans ce sens-là. Donc, on est aussi en train de les étudier, puis on verra lequel sera le meilleur. Et puis, ce qui est fou, c'est que tu en es à demander à une IA lequel de ces logiciels avec IA est le meilleur. Oui. Et puis, il te fait des comparatifs. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a un truc qui fait peur, c'est que l'IA aujourd'hui, on est dans tout ce qui est, pour moi, objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de fermer les yeux, par exemple, sur le monde de la finance et de la comptabilité, etc., qui, pour moi, va être très compliqué dans les années à venir. Et à mon avis, beaucoup de comptables, à part ceux qui sont tout en haut, vont malheureusement disparaître parce que c'est de la donnée qui est objective, 1 + 1 = 2. Mais vous, dans votre métier, heureusement qu'il y a cette subjectivité qui est l'art de la création et de devoir créer quelque chose quand même qui sort de votre tête, même si derrière, vous pouvez optimiser avec l'IA, ça va quand même rester un métier, entre guillemets, artistique et subjectif. Et ça, je pense que c'est, heureusement que ça va pas,
entre guillemets, flinguer tous les architectes de la région, quoi, on va dire. J'espère. Mais il y a aussi des gens qui disent, mais finalement, pourquoi est-ce que je prendrais un architecte d'intérieur? Je fais une photo de ma cuisine, je l'envoie à une IA et puis je lui demande de me faire 5 versions. Une version un peu vintage, une version un peu plus chic, un peu plus cocooning, etc. Et puis il y a même des tendances. En fait, l'IA se nourrit de ce qui existe principalement. Elle invente pas grand-chose, mais elle va chercher des informations et puis elle a une capacité de synthèse et quand même de faire un discours qui est assez intelligent et sensé. Ouais. Et non, mais ça, on est bluffé tous les jours, je dois dire, avec ça. Donc c'est une aide finalement. Et tu penses quoi des grosses imprimantes 3D qui réalisent des maisons aux US et en Chine? Est-ce que tu penses que c'est réalisable ici en Suisse avec les lois? Est-ce que ça va arriver? Alors c'est assez fascinant tous ces outils numériques. C'est vrai qu'on voit des vidéos maintenant avec des imprimantes 3D. Moi, j'ai beaucoup utilisé ces types d'outils quand j'étais à l'EPFL. On avait des découpeuses laser, on avait des découpeuses à jet d'eau, on avait des CNC, des imprimantes 3D. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement la technique, elle influence l'objet et non l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que on n'a pas une conception ultra précise. Tu vois, une imprimante 3D, par exemple, c'est un extrudeur. C'est une sorte de grosse poche à douille. Oui. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elle peut pas réaliser des angles droits. Ce qui fait que tout ce qui est réalisé avec une imprimante c'est 3D, dans le domaine de la construction, ça a un impact sur l'architecture qui est produite. Et puis, ça crée des formes qui sont fluides. Oui. On n'a pas ces angles comme on l'a avec des coffrages en béton, par exemple, où là, justement, la courbe est plus difficile à réaliser qu'un angle droit. Bien sûr. Donc ça risque d'avoir une influence peut-être sur l'architecture du futur. Ce qu'on a comme chance en Suisse, c'est que la Suisse, elle est pionnière dans le domaine des outils numériques robotisés. On a aussi à l'EPFL le microtechnique qui développe beaucoup d'éléments robotisés. On a par exemple ABB Robotique qui fait des bras articulés qui sont utilisés dans le monde entier dans les usines de voitures par exemple. La microtechnique finalement. Ouais, c'est ça. Et puis les robots maçons aussi qui empilent des briques. Ça c'est aussi un autre volet qui se dessine. On verra ce que ça donne. Après, je suis pas sûr qu'avec ces techniques on arrive à respecter les normes parasismiques par exemple. Et puis surtout que c'est un pays qui est dense, on doit densifier en Suisse. Alors que la Chine ou les États-Unis, des fois t'as 10 hectares. Alors t'as le temps de faire un truc. Ici, faire un angle droit. Vous êtes à Montreux, on en discutait derrière la gare. C'est compliqué de mettre une imprimante 3D, mais peut-être qu'un jour ça va arriver. Enfin, toi, t'en penses quoi? Tu penses que ça peut arriver ou impossible en Suisse au vu du paysage? Peut-être que pour certains projets spécifiques, on pourra utiliser ces techniques-là. C'est vrai que dans le domaine du bâtiment, c'est quelque chose de très artisanal. On a en fait, on préfabrique assez peu. On préfabrique certains éléments. Mais tout est fait quasiment sur le chantier. Les murs sont coulés sur le chantier, ou ils sont montés sur le chantier. Le menuisier va venir adapter son agencement. On peut assez peu préparer des choses en amont. Oui. Et c'est vrai que quand on a eu par exemple la pandémie de Covid, on a été impacté sur nos chantiers. C'était assez compliqué. Et puis tout le monde disait il faut faire du télétravail, mais dans le domaine du bâtiment, tu peux pas. Le maçon il va pas monter son mur chez lui et puis l'apporter sur le chantier. Ça fonctionne pas. Donc peut-être que des robots pourraient, dans des périodes aussi particulières, nous aider. Ce qui se développe aussi beaucoup, c'est les exosquelettes. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu peux pas remplacer un ouvrier pour le poids, un ouvrier qui fait des tâches pénibles, de pouvoir lui mettre un exosquelette, par exemple, qui suspend une carotteuse ou un marteau-piqueur. Ça le soulage. Aussi des exosquelettes sur les jambes qui permettent de reprendre le poids pour soulager aussi le dos. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, on est toujours confronté au problème du coût. C'est que c'est des dispositifs qui sont assez coûteux. Faut que ça soit rentable, au final. Et puis est-ce que l'ouvrier va produire plus avec un exosquelette? Pas forcément. Alors c'est sûrement mieux pour son bien-être. Mais est-ce que l'entrepreneur sera prêt à faire le pas d'investir là-dedans? C'est toujours la problématique, comme durabilité doit être égale à rentabilité. Sinon, ça va jamais le faire dans l'immobilier. On en parlait dernièrement avec des fonds immobiliers qui sont passés à travers de ce podcast. C'est que la durabilité, c'est important, certes. Ouais. Mais aujourd'hui, ça doit être au service de la rentabilité. Sinon, il y a personne qui va jouer le jeu.
Alors, c'est des choses dont on se rend compte dans notre pratique. Il y a effectivement une grande partie des coûts de la construction qui sont dus aux normes, qui sont de plus en plus strictes, qui sont parfois excessives. Ouais. Et ça participe aussi à la pénurie de logements parce que ça rallonge les procédures. Bien sûr. Ça freine aussi certains investisseurs qui ont peur de demander des permis de construire. Bon, il y a une question après justement, c'est super intéressant. Et puis on a aussi parlé en off des projets que vous aviez à Montreux qui ont sauté grâce à ces superbes lois, mais ça vient après. Des fois, et c'est un secret bien gardé, mais toi tu m'as dit que ça te dérangeait pas parce que tu me disais justement aussi qu'il y a les architectes. Des fois c'est des architectes de 1, 2 ou 3 personnes, donc c'est pas tous des entre guillemets des CCHE, on va dire des grosses structures. Tu m'as dit clairement que tu as plusieurs casquettes, donc tu es architecte, mais tu es aussi développeur immobilier, chose que des fois les gens architectes, développeurs, les gens aiment pas le dire, hein, parce que ça peut poser problème entre guillemets. Tu es aussi associé dans une entreprise générale. C'était quoi le but? C'était de créer un écosystème complet pour ton client, pour vous sécuriser? Alors il y a plusieurs aspects. Je dirais que dans tous les cas, notre rôle comme mandataire, c'est toujours de défendre nos clients. Bien sûr. Et puis c'est comme architecte, on est un peu leur avocat. Après, ça n'empêche pas d'avoir aussi d'autres casquettes. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est une longue chaîne de valeur. Et puis nous, on essaye d'être présents à plusieurs échelons. Nos clients, ce qu'ils cherchent aussi, c'est des projets clés en main. Oui. C'est pour ça qu'on a développé l'entreprise générale, en se disant il faut qu'on puisse leur proposer un interlocuteur unique. Tu vois, quand tu prends, par exemple, des phases d'études, tu as déjà 6 ou 8 mandataires. Tu as l'architecte, tu as un ingénieur civil, un ingénieur en chauffage, ventilation sanitaire, électricité, géomètre, géotechnicien, etc. Des fois, tu as encore un acousticien ou un architecte d'intérieur. Ça fait déjà beaucoup de monde et puis on n'a encore pas commencé les travaux. Et puis ensuite, tu as les phases d'exécution où tu as environ une vingtaine d'entreprises. Maintenant, les entreprises sont de plus en plus spécialisées aussi. Et c'est autant de contrats que le maître d'ouvrage doit avoir avec chacune de ces entreprises. Et c'est finalement une charge assez lourde pour le maître de l'ouvrage. Et puis, il est aussi engagé en cas de conflit. Donc, avec une entreprise générale, ça permet de leur proposer un seul interlocuteur, un seul contrat forfaitaire, où on s'engage aussi sur la durée et sur les coûts. Oui. Et on a fait un sondage, en fait, auprès de nos clients. Ah, c'est vrai? Voilà. OK. On s'est posé la question, ceux pour lesquels on avait déjà travaillé ou fini des objets. On leur a dit, est-ce que vous seriez intéressé par un mandat, un contrat d'entreprise générale? Et puis, on était étonnés des réponses et c'était plutôt favorable. Et c'est vrai que ça nous a encouragés à proposer aussi ça. Il y a des clients qui ne le souhaitent pas, qui disent non, mais nous, on veut faire ça de manière traditionnelle. Et puis, on respecte leur choix et pour nous, c'est pas un problème. Un des aspects aussi du fait de développer des projets immobiliers, c'est aussi évidemment d'apporter des mandats à notre bureau. Bien sûr. Parce qu'il y a des synergies entre les différentes entités. Et puis, c'est aussi de se mettre à la place finalement du maître de l'ouvrage parce que on comprend bien ces problématiques quand on est aussi à sa place. On dans n'est le jus, pas quoi. que le mandataire. Tout à Donc, fait. on comprend ce que c'est qu'une plus-value quand c'est nous aussi qui devons la payer, par exemple. Oui. Et tu me parlais justement, et d'ailleurs, merci d'en parler parce que des fois, j'ai l'impression que c'est un peu tabou le côté d'être multicasquette quand on est architecte. Et je trouve que c'est bien aussi de le dire et puis que c'est pas tellement que tout est réalisable et il y en a beaucoup plus qui le font que ce que les gens peuvent le penser au final. Tu parles aussi, tu m'as dit au off que t'es calé dans les affaires, dans ton métier, ça roule, mais que tu continues à suivre beaucoup de formations. Est-ce que c'est important selon toi ou est-ce que t'es un peu hyperactif? Alors, un peu hyperactif, certainement. Okay. Alors, c'est vrai que, on suit beaucoup l'actualité, on en a parlé avant sur l'IA, sur des nouveaux outils, des nouvelles applications. Aussi parce que ça nous permet d'être plus performants, plus efficaces. Bien sûr. Et puis par curiosité ou par intérêt pour la technologie. Moi, j'ai fait aussi un programme de coaching. Ouais. Qui était vraiment intéressant parce que on peut se dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach? Alors c'est pas un coach de vie, hein. Oui, parce qu'en réalité ta vie, financièrement parlant, ça va. T'es pas aux abois, donc il y a des gens qui pourraient s'appuyer sur ça et dire mais j'ai pas besoin de formation, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Toi, tu le fais vraiment presque. Alors, je pense qu'il faut être assez humble. Il y a beaucoup de spécialistes maintenant qui existent. Là, c'était un programme, pour pas le citer, d'entrepreneurs.com. Ouais.
que j'ai trouvé vraiment bien. Ils ont des spécialistes qui sont très calés. Mhm. Ils ont aussi des associés qui ont fait des réussites dans Bien le sûr, domaine. qui sont l'un d'eux est Tank de Swiss Rock, Ouais, entre exactement. autres, Alec Henry qui vient d'Avanche. Donc c'est tous des gens qui font beaucoup de pubs en France, mais à la base c'est un peu, enfin il y a des Suisses dedans. Ouais, Alec ils Henry sont est d'Avanche, quoi. effectivement. Et puis c'est un programme qui a été intéressant parce que parfois on te dit des choses qui paraissent évidentes, mais c'est toujours plus facile. Nous, on est un peu la tête dans le guidon parce qu'on travaille beaucoup, on est aussi beaucoup dans l'opérationnel. Daily business, quoi. Ouais. Voilà, et puis on court partout et parfois d'avoir quelqu'un qui a un regard externe sur ton activité et puis qui te dit mais ça tu pourrais l'organiser de telle manière, tu pourrais travailler aussi d'une manière un peu différente avec tes collaborateurs. Moi, ça m'a apporté un regard intéressant de questionnement aussi. Ouais. Et puis ça m'a aussi aidé à développer un peu tous ces outils technologiques. Oui. Donc Aussi, j'ai trouvé ça bien. Puis à côté, je fais plein d'autres choses aussi. J'avais commencé une licence de pilote d'hélicoptère et puis Incroyable ça. notamment par manque de temps, j'ai un peu mis en stand-by. Mais c'est voilà, tout ce qui a un moteur, ça m'a toujours intéressé. Et puis le week-end, je bricole dans ma maison, je fais de la maçonnerie, je fais plein de choses comme ça. J'aime bien aussi tu vois, je t'avais parlé avant de ma passion pour la médecine. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la chirurgie. Ouais. Puis j'ai fait pas mal de stages en chirurgie, je trouvais ça intéressant. Et j'ai construire une maison et réparer entre guillemets un cœur, enfin je veux dire, il y a quelque chose qui est lié, c'est les Lego, quoi. Hein. Oui, et puis j'ai toujours bien aimé avoir une certaine habileté avec mes mains. Ça me permet aussi de comprendre ce que vivent les entrepreneurs et les ouvriers sur les chantiers, parce qu'il suffit pas de concevoir des choses, faut aussi après pouvoir les réaliser. Donc je fais pas mal de choses. Des fois, je fais même des publications sur des trucs que j'ai fait chez moi. J'ai construit des luminaires, j'ai fait de la domotique, etc. Et puis là, ce que j'aimerais bien faire, c'est un cours de soudure pour. Ok, mais c'est génial ça. Parce que c'est assez fascinant ce qu'on arrive à faire d'aller fondre du métal. On revient un petit peu aussi. Ouais. Alors, il y a aussi des outils numériques maintenant qui permettent de le faire. Tu vois, on peut imprimer du chocolat. Mais tu reviens aux bases. En fait, t'as le côté technologique, mais t'as le côté je reviens aux bases. Et finalement, c'est ce qu'on demande peut-être à un architecte, c'est-à-dire il faut savoir tutoyer entre guillemets les deux extrêmes, c'est-à-dire le monde de l'IA et revenir aux bases qui est savoir souder, savoir être maçon, etc., etc. Donc, pour moi, t'as les deux profils. T'as le côté vraiment hyper actif, hyper passionné. Enfin, je pense qu'il y a un côté passionné aussi dans tout ça. Bien sûr. Et félicitations parce que je suis un peu comme toi et des fois la surcharge mentale elle est des fois compliquée à gérer parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour gérer tout ça au-delà de la vie qu'on a dans notre vie privée, on va dire. Mais c'est quelque chose de très satisfaisant. Finalement, c'est le même processus qui se suit. Tu as une idée, tu le conçois, après tu utilises peut-être des outils pour le dessiner ou pour le modéliser, puis après tu le réalises. Et c'est très satisfaisant aussi de faire des choses un peu soi-même, concrètement, de voir le résultat. Moi, j'ai testé énormément de choses que j'ai parfois fait après, pas moi-même, mais avec des entreprises chez des clients. Ouais. J'ai testé des trucs qui n'ont pas marché. Que je recommande pas. Mettez surtout pas ça chez vous. On avait un client, par exemple, qui voulait une salle de cinéma et sa femme voulait une bibliothèque. Ok. Mais il y avait qu'un local. Ouais. Je leur ai dit, on va faire les deux. Pile ou face, quoi. On va faire les deux. et en fait, on a fait une bibliothèque qui se transforme en salle de cinéma. Incroyable. T'as des portes qui s'ouvrent. T'as 2 rideaux qui viennent ceinturer, en fait, la bibliothèque. Et puis ces rideaux ont un aspect acoustique, donc vraiment t'es dans une autre ambiance. T'as la musique pas la musique, la lumière qui se tamise. C'est incroyable. T'as l'écran qui descend dans le meuble, t'as le projecteur 4K qui s'allume. Puis tout d'un coup t'es dans une ambiance qui est complètement différente où l'atmosphère est feutrée. Et puis comme ça, monsieur pouvait avoir sa salle de cinéma et madame avait sa bibliothèque et tout le monde était content. Mais c'est génial. Et ça, avec la domotique aussi, on peut créer des scènes. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Tu peux faire en appuyant sur un bouton, tu mets le mode cinéma, oui, bibliothèque. Et puis t'as une scène qui se déroule avec maintenant on peut jouer sur les couleurs, sur l'intensité, même sur l'odeur. Maintenant on peut jouer sur. Voilà, maintenant c'est quasiment la 4D. Ouais. C'est vraiment intéressant. Donc on peut faire des choses qui sont vraiment novatrices. Trop bien. Ça c'est beaucoup dans l'architecture de prestige, on va dire, parce que ça. Oui, on fait pas tous les jours des salles de cinéma. Exactement. C'est vrai. Et tu parlais aussi de lourdeur administrative, de contradictions réglementaires. On parlait notamment de Montreux, parce que vous êtes principalement, votre maison mère est à Montreux. Si tu avais une baguette magique pour changer une seule règle ou une seule pratique, mais je dirais plutôt une seule règle, ça serait quoi? Alors, peut-être je te donne quelques exemples parce qu'il y a des choses qui sont étonnantes. C'est vrai que la Suisse elle est en train de devenir un peu un monstre bureaucratique dans le domaine de l'immobilier. C'est un enfer.
Et on a des clients qui renoncent à faire des travaux parce qu'ils se rendent compte que les démarches, elles sont lourdes au niveau administratif, et puis que finalement, toutes ces démarches, elles vont durer plus longtemps que les travaux. Ce qui tout de même est un non-sens. Oui. Et puis, ils ont très peur aussi qu'en demandant une autorisation pour faire des travaux, ils se retrouvent avec toute une série de charges au permis. Notamment, tu veux faire des travaux d'entretien dans ta maison, on va te dire, oh, mais il faut faire un séparatif d'eau claire et d'eau usée, puis tu vas faire une fouille jusqu'à la route, puis creuser sous un mur de soutènement, et puis tout d'un coup, ça coûte 4 fois le prix. Et puis, ce qui est dommage, c'est que les gens renoncent. Alors qu'ils aimeraient faire un peu mieux, ils sont aussi souvent sensibles à la consommation énergétique de leur bâtiment. Bien sûr. Et puis, ça les freine un petit peu. Et il y a un nombre de strates maintenant dans l'administration qui est très très élevé, et on a des demandes de permis qui sont bloquées pour des raisons qui sont étonnantes. Je te donne 2-3 exemples, ça va sûrement on aurait pu faire un podcast juste sur ça. Je pense, ouais, parce qu'on peut en parler pendant longtemps. Moi, une fois, on a voulu mettre une petite construction à l'enquête. On nous a accusé de créer un îlot de chaleur pour cet aménagement. Et puis, quand tu regardes la carte, en fait, on est à côté d'une forêt. Ok. Tu vois, c'est un argument qui a peut-être du sens en ville, mais qui en a pas à côté d'une forêt. Ouais. On nous a empêché de supprimer un buisson de 50 cm en disant qu'on allait tuer la moitié de la planète avec ça. On doit refaire parfois des dossiers d'enquête parce que on a dessiné des portes en rouge alors que certains services les veulent en noir avec une inscription en rouge. T'as des communes comme à Lausanne, où l'éclairage extérieur, il est la couleur, la température de couleur de l'éclairage extérieur et la direction de la lampe est fixée dans un règlement. Ouais, c'est des choses qui sont folles. Et puis maintenant, si tu veux, il suffit aux autorités de faire le moindre lien avec la cause climatique pour donner du crédit à leurs demandes. Okay. Et en fait, c'est un argument qui est devenu un peu à la mode, un peu facile et inopposable. Ouais, c'est un enfer, quoi. Et ça c'est dommage parce que je pense que c'est même contre-productif. Oui. Et puis on a aussi le droit d'opposition, qui est un peu un sport national en Suisse. Ouais. Et puis c'est parfois un moyen aussi. Des fois c'est même un business faire un pour petit certains. peu de chantage, vis-à-vis de ses voisins. Et ça, quand t'es dans ces situations-là, c'est un petit peu détestable. Mais je dirais que si j'avais une baguette magique, en fait, il y a une règle toute simple. Il faut un peu moins d'impôts, un peu moins de fonctionnaires, et puis moins de réglementation. Un peu moins de bureaucratie, quoi. Un peu moins de bureaucratie, voilà. Ok. Ouais, alors, écoute, on n'est pas encore en Argentine, mais c'est un petit coup un petit coup dans le gras. Pourquoi pas? Mais c'est intéressant. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lourdeur. C'est compliqué. Et dans 10 ans, le rôle de l'architecte, il aura changé selon toi? Tu le vois plus technicien, plus chef d'orchestre, ou quelque chose de totalement nouveau? Alors, c'est un petit peu la suite de la question précédente. En Suisse, on a aussi le droit de la propriété, notamment pour les questions qu'on a évoquées, qui diminuent un peu chaque année. Et il y a toujours un intérêt public prépondérant qui est supérieur aux propriétaires, que ce soit au niveau patrimonial, la mobilité, au niveau des ressources, des associations aussi parfois qui s'opposent, des réglementations communales, cantonales qui sont assez lourdes. Et c'est vrai que comme architecte, on a un petit peu moins de possibilités de créativité. Oui. Vous êtes bridé, hein. Voilà. Et puis on applique les règlements. Il y a des règlements dans des communes où la pente du toit est fixée, la couleur des tuiles est fixée, la taille des lucarnes, etc. Donc il reste plus grand chose. Puis ma peur, c'est qu'effectivement l'architecte, il devienne un technicien, quelqu'un qui interprète les normes, qui les applique. Et puis un juriste, quoi. Et voilà, c'est ça. Et ça, je dois dire, c'est peut-être un peu dommage et c'est quelque chose, c'est une tendance quand même en Suisse. Ok. Donc de plus en plus technicien. Enfin, d'ici 10 ans, si ça change pas, quoi. Ouais. Voilà. Et puis il y a un autre aspect, c'est aussi toute la technique qu'on met maintenant dans le bâtiment, qui nous oblige aussi à être technicien et à comprendre comment ça fonctionne. Domotique aussi, etc. Et quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite se lancer dans l'architecture? Moi, j'ai un pote qui a fait 3 ans d'architecture et il a arrêté à l'EPFL parce que il bossait tout le temps, les samedis, les dimanches, projet sur projet. Donc déjà, je vais leur dire, faut quand même s'armer de patience et de passer des heures déjà à l'université. Mais si toi, tu devais donner un autre conseil, lequel serait-il plutôt pour faire du business, on va dire? Alors, c'est vrai que moi, que je faisais mes études à l'EPFL, tu pouvais aller à minuit ou 2 heures du matin sur le campus. Les seuls bâtiments où il y avait encore de la lumière, c'était effectivement mais mon meilleur pote, il est allé, j'allais le voir. Je sais pas, t'allais boire un verre en ville, et puis à minuit et demi, j'allais le voir là-bas, quoi.
Ah ouais, c'est sans fin. Non, tu travailles tout le temps, la nuit, le week-end, il y a pas de fin. Et puis c'est vrai que j'étais content d'arriver au bout. J'ai fini, j'avais 29 ans, j'étais content. Et bon, après dans les études à l'EPFL, c'est des études qui sont très intellectuelles. Alors c'est vraiment passionnant. Oui. Parce que c'est nourri par beaucoup de théories aussi, et c'est vraiment intéressant, théories d'histoire, etc. Et puis la pratique, elle est quand même assez différente. Justement parce qu'il y a aussi toutes ces réglementations, il y a toutes les contraintes aussi techniques, physiques, financières, de délais qui existent un peu moins quand on est étudiant. Et puis évidemment, ce qui nous manque, c'est de l'expérience pratique. Oui. Maintenant, on l'a évoqué, il y a énormément de techniques et d'installations dans les bâtiments qu'il faut bien connaître. Et puis, on doit s'y intéresser parce qu'il faut pouvoir conseiller ses clients. Oui. En fait, le maître d'ouvrage, il va te dire, mais est-ce qu'il faut plutôt que je mette une pompe à chaleur RO ou est-ce qu'il faut que je fasse la géothermie? Est-ce que vous me conseillez un double flux, un simple flux, etc. Et puis, il faut avoir pas mal d'expérience quand même pour pouvoir les conseiller. Et puis, tout ça, ça dépend du contexte. Tu vas pas donner la même réponse si tu as un vieux bâtiment, si tu as un chauffage haute ou basse température, si tu vas étancher l'enveloppe ou pas. Donc, ça demande d'être vraiment de tenir compte du contexte pour pouvoir les conseiller au mieux. Il y a aussi des outils BIM qui sont utiles pour la coordination. Oui. Dans la pratique, on voit que pour les projets, je dirais petits ou moyens, même une grosse villa luxueuse, on fait assez peu de BIM parce que c'est très lourd, c'est coûteux en temps, et puis ça apporte pas forcément quelque chose de particulier. Pour les gros ouvrages, si tu fais un hôpital, tu vas faire ça en BIM parce que c'est clair. Tu auras vraiment besoin de coordonner tout ça. Après, je dirais que l'expérience, c'est aussi une expérience qu'on acquiert sur le chantier. Et on a une tradition en Suisse où l'architecte est aussi le directeur des travaux, généralement. Si tu vas en France, par exemple, l'architecte, c'est uniquement un concepteur. Okay. C'est quasiment que des entreprises du BTP qui réalisent. Chez nous, l'architecte, dans les normes SIA, en tout cas, il a 100% du mandat et puis il fait la direction des travaux. Et c'est là où peut-être ça pêche quand tu sors des études, parce que tu manques un peu de cette expérience. Et puis de faire un détail sur une table ou de te retrouver dans la boue avec les bottes, c'est un petit peu différent. Puis surtout, la décision que tu vas prendre et les instructions que tu vas donner, elles vont avoir des conséquences qui peuvent être assez lourdes. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui manque un peu dans notre formation, c'est de faire des stages sur un chantier. Je pense qu'un jeune qui démarre, s'il passait quelques mois d'été pendant ses vacances sur un chantier, à droite, à peler du ciment et puis à voir surtout comment ça se fait, toutes les contraintes qu'on a et puis aussi les conditions dans lesquelles on doit travailler sur un chantier. Il fait toujours ou trop chaud ou trop froid, ou trop sec ou trop mouillé. Mais c'est jamais idéal parce que en Suisse, on a un temps qui est changeant. Qu'est-ce qu'il est, voilà, avec 100 jours de pluie par année. Et puis, je pense qu'un jeune, j'aurais envie de lui dire un peu en rigolant, mais le jour où tu arrives à mélanger, à malaxer du mortier, où tu plus besoin de mesurer la quantité d'eau puis que tu arrives à le faire à l'œil, c'est que tu es prêt pour faire de la direction de travaux. Génial. Donc en fait, il faut leur amener un côté que je disais avant, il faut qu'ils soient beaucoup plus techniciens et donc se former avec des stages en sortant de tout ça. Il faut à la fois garder un peu la tête dans les étoiles parce qu'il faut rêver puis il faut aussi inspirer bien sûr ses clients. Et puis d'un autre côté, il faut aussi être très pragmatique et être conscient de ce qui lui arrive, ce qui va lui arriver. Et puis tu vois, il y a énormément de choses quand tu as réalisé un ouvrage puis que tu commences à avoir des remontées capillaires, des problèmes d'étanchéité. Ça, c'est des trucs qui sont très, très importants. Alors, sur une feuille de papier, ça se voit pas beaucoup. Mais c'est des choses qu'il faut anticiper. Et puis, suivant l'endroit où on bâtit. Tu vois, les beaux terrains plats, ils n'existent plus. Maintenant, t'as plus que des terrains à forte pente. Maintenant, on construit dans des endroits qui sont assez délicats. Parfois, on fait des extensions même en sous-œuvre, sous les bâtiments. Bien sûr. Donc, ça demande pas mal de techniques. Et puis, avec ça, on travaille aussi avec un pool de mandataires, des ingénieurs spécialisés, des géotechniciens. C'est aussi très intéressant parce que c'est un travail d'équipe, justement. Hyper intéressant. Dernière question. Y aurait-il eu une question que tu aurais aimé que je te pose? Alors, on parlait avant un peu de la taille des bureaux en Suisse. Oui. La question que tu aurais pu me poser, c'est est-ce que finalement il vaut mieux être seul? Oui. Ou mal accompagné. Non, pas ou mal accompagné, mais comme la majorité des bureaux, est-ce qu'il vaut mieux s'associer? C'est des questions que tu te poses, en fait, quand tu sors de tes études. Tu dis, bon, est-ce que je vais aller travailler dans un bureau? Chez moi, c'était un peu particulier parce que j'étais déjà dans une famille qui avait cette tradition.
Et j'ai vu plusieurs copains qui se sont associés et puis qui se sont bien débrouillés. Ouais. Ils ont pris peut-être plus de risques parce qu'ils sont ils sont partis de rien. Mais je trouve assez intéressant. Et puis il faut profiter en fait quand on est jeune aussi de faire ça, peut-être de prendre quelques risques. On a un peu moins d'engagement aussi dans la vie quand on sort des études, donc c'est plus facile à faire. Moi, l'expérience, elle m'a montré qu'on était plus fort à 2 ou à plus. Et c'est vrai que dans mes différentes activités, des activités de développement immobilier, d'entreprise générale ou comme architecte, on aime bien avec des associés pouvoir faire du brainstorming, pouvoir échanger. On est plus intelligent à plusieurs. Et puis chacun a des aptitudes particulières dans différents domaines. Et la collaboration, je pense que c'est un atout. Et finalement, en s'associant, il y a plein de synergies qui apparaissent. Et pour des jeunes diplômés, j'ai envie de le dire, c'est pas grave si vous n'avez pas de beaucoup d'expérience. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne personne avec qui s'associer. C'est celle avec laquelle vous pourriez ne pas vous entretuer sur une île déserte pour aller chercher du bois pour faire du feu, mais de trouver les bonnes personnes en qui on a confiance. Et puis arriver à construire quelque chose à 2. Et tu vois, il y a des associations dans l'histoire, comme des Herzog et de Meuron, qui ont fait des success stories. Et puis c'est pour finir en beauté, mais seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une belle phrase de fin, on va dire. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Thierry d'avoir participé au podcast, hyper intéressant. Et du coup, on fera le point aussi dans quelques années. J'aime bien d'ici là, parce que là on est au 32e épisode, mais d'ici quelques temps, on va voir aussi si toute cette IA, toute cette technologie finalement s'applique aussi dans le milieu de l'architecture. Donc merci beaucoup. Et merci à toi. Et à la prochaine. Merci. Plein de succès pour ton émission. Merci beaucoup. Merci. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.